Bonjour Séverine, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation à nous partager ton histoire. 40 ans de silence que tu as gardé bien caché, bien enfoui au fond de ton cœur. Bonjour Séverine, comment vas-tu? Bonjour Anne, merci de m'accueillir et je vais très bien. Je suis ravie d'être là avec toi pour cette interview. Je suis ravie aussi que tu sois là. Quelle est l'histoire de ton silence? C'est l'histoire d'une ex-petite fille qui a été maltraitée par une maman. Et donc mon histoire, c'est l'histoire d'un inceste maternel, un sujet dont on parle peu puisqu'il est tabou et qui a du mal à être reconnu. Et puis c'est surtout l'histoire d'une petite fille qui a réussi à s'en sortir, qui va très bien aujourd'hui. Est-ce que toi, quand tu étais petite, tu te rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Je me rendais compte, oui, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais en même quand on est enfant, on croit que ce que disent et font nos parents, c'est la vérité avec un V majuscule. Quand j'ai subi cet inceste maternel, maman m'a fait promettre de ne rien dire. Elle m'a dit de pas en parler à papa. D'accord. Je suis pas sûre qu'il ait été au courant. Parlant de silence, c'est pas des choses qu'on a abordées. Quand je lui en ai parlé, il m'a pas entendu la première fois. Et puis après, bon, j'ai écrit un livre, mais il était déjà décédé quand je l'ai édité. Donc peut-être que j'ai attendu qu'il soit mort d'ailleurs pour le crier haut et fort. Et elle m'a dit que c'était normal, que toutes les mamans faisaient ça, que c'était normal. Alors, à partir du moment où on te dit ça, t'as 7 ans, tu vas pas aller demander à tes copines de classe si on te regarde dans les fesses avec une cuillère, parce que c'était ce qu'elle avait utilisé pour faire un pseudo examen gynécologique. Et en fait, je l'ai écouté parce que j'étais une petite fille obéissante. Et ce silence, il a duré extrêmement longtemps, jusqu'à ce qu'un jour, il m'explose en pleine figure. Oui, on se dit que c'est pas normal, et en même temps, si c'est maman, bah si, c'est normal, elle doit savoir quand même, c'est une maman, donc elle a toute l'autorité qui fait que, on se tait. Pas en même temps, j'avais peur d'elle, hein, j'avais à la fois peur d'elle et en même temps j'avais peur de la trahir. Encore quand j'ai sorti mon livre, hein, j'en ai pleuré parce que je me disais, je trahis ma mère, je suis en train de raconter quelque chose que j'ai jamais raconté à personne et je suis en train de la trahir. Donc c'est ça, plus de 40 ans après, qui se passait dans ma tête. Mais c'est quand même hallucinant, c'est que cette autorité donc bloque sa propre Oui. expression. Comment on peut arriver en fait à oser, et peut-être pas attendre autant d'années, à oser se dire que cette autorité n'a pas d'autorité? Comment on peut sortir de ce cercle? Il faudrait réussir à se faire confiance suffisamment fort pour se dire que ce qui est en train de se passer, c'est pas normal. La plupart des victimes se sentent coupables. La plupart des victimes ont honte et on est sidéré aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Comme quand on est violé, on est soumis à l'autre. Et l'autre, il a soit une force physique, soit une autorité. Dans ma vie, j'ai été violée aussi par un médecin et j'étais pareil, j'étais sidérée, soumise à l'autorité du médecin, comme j'étais soumise à l'autorité de ma mère. En fait, c'est souvent des personnalités qui sont fortes, qui prennent le pas sur d'autres. Et c'est plus facile, évidemment, de prendre le pas sur un enfant. Donc moi, ma mère, elle était très autoritaire et il aurait fallu que je sois, à l'époque, plus forte qu'elle, que je fasse confiance à mon ressenti, à mon intuition. Mais quand j'en ai parlé une fois adulte, on m'a pas entendu, on m'a pas écouté. Donc c'est vraiment très difficile. Et encore aujourd'hui, quand j'ai édité mon livre, j'ai fait le tour de plusieurs librairies. Et une femme m'a dit texto, toutes ces femmes qui se font violer et qui écrivent un bouquin, il y en a ras-le-bol. Enfin, c'est hallucinant ça quand même. Oui, on est en 2024. Donc si en 2024, on a ce genre de discours de la part d'une femme, imagine, moi j'avais 7 ans, donc c'était en 1979, 1980. À l'époque, c'était inimaginable. Et puis en plus, je dis pas que c'est pire, hein, loin de là, mais c'était ma mère. Donc c'était inimaginable qu'une femme puisse violer un enfant. C'était plutôt les hommes, les oncles, les pères, etc. Et c'est ce qu'on m'a dit aussi. C'était pas vraiment un viol, en fait. C'était pas ton père, c'était ta mère. Déjà qu'on se met dans son silence parce qu'il y a la sidération, l'appréhension. Tu es en train de me dire aussi que ce silence, à force de ne pas être exprimé, je vois que tu t'es aussi fait agresser sexuellement par Oui. un médecin, on ne t'écoute pas. Donc tout est fait, en fait, pour te mettre doublement dans le silence. Est-ce que le fait de ne pas quitter ce silence fait aussi qu'on risque de se retrouver dans des schémas de répétition? Oui, j'en suis persuadée. Mais j'observe ça, en fait. J'observe des personnes qui ont subi des traumatismes, des agressions, et parce que c'est pas réglé, parce que c'est non dit, ça se reproduit un peu comme s'il y a une partie de nous qui voulait nous faire revivre ça pour qu'on ait un déclic et qu'on se dise, mais enfin,
dis-le, fais quelque chose, arrête ça. Et en plus, on sait aujourd'hui que ça peut se transmettre dans les gènes, hein, c'est prouvé scientifiquement depuis peu. Donc c'est le transgénérationnel. Donc on peut, à force de se taire, transmettre ça. En fait, ça fait partie de notre histoire. Moi aujourd'hui, ce qui m'est arrivé, ça fait partie de mon histoire. Bon, et je suis persuadée que ça a créé ce schéma répétitif. Et pour aller un petit peu plus loin, moi, j'ai pas eu d'enfant. Et j'ai toujours, toute ma vie, j'ai eu des problèmes gynécologiques. Donc, j'ai la croyance, mais elle m'appartient, hein, j'ai la croyance que c'est un peu comme si mon corps me disait, il s'est passé quelque chose de pas normal à cet endroit-là, il faut que tu réagisses, il faut que tu le formules. Parce que quand même, toute ma vie, j'ai essayé d'être maman. J'ai fait des FIV, je suis allée dans beaucoup de pays à l'étranger, j'ai fait beaucoup de choses pour essayer de tomber enceinte. Je suis jamais tombée enceinte. Par contre, l'année où mon livre paraît, j'ai 50 ans, hein, c'est en 2022, et je tombe enceinte, naturellement. Mais non. 2 fois. Si. Je tombe enceinte 2 fois. Et le gynécologue me dit, en 30 ans de carrière, j'ai jamais vu ça, vous êtes un miracle. C'est-à-dire que mes analyses montrent qu'à la fois je suis ménopausée, parce qu'avec tous les traitements que j'avais faits, j'étais ménopausée plutôt qu'une femme ordinaire, on va dire. Et en même temps, ça montrait que j'étais ménopausée, et en même temps, on voyait bien que le test était positif pour que je sois enceinte. Donc, il y a quand même quelque chose qui nous échappe, qui échappe à toute logique, à toute rationalité. C'est que le non-dit nous enferme, mais enferme aussi notre corps. Moi, je voudrais rebondir justement si on a une femme, un homme, un petit garçon, une petite fille, un ado, une adulte qui écoute. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur faire comprendre que là, ils sont peut-être dans une étape de silence, qu'il serait temps d'oser dire les choses et à qui et comment? Ce que j'aimerais dire, c'est ce que j'aurais aimé entendre en fait, c'est que quel que soit l'âge qu'on a, personne n'a le droit de nous faire mal. Personne n'a le droit de nous forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Alors je m'entends, c'est pas range ta chambre ou fais tes devoirs, hein, on est au-delà de ça. Mais personne n'a le droit de toucher notre corps si on n'est pas d'accord. Tu sais, souvent, on le fait moins maintenant, mais on a beaucoup forcé les enfants à faire un bisou à tonton machin, fais un bisou à tata machin. Bah non, en fait, parce que le rapport au corps, il est individuel, il est personnel, et rien que ça, c'est briser la limite qu'on se met en fait dans le respect de soi-même. Donc, s'il y a des enfants qui nous écoutent ou même des adultes, bah, c'est qu'à un moment donné, quand on vous force à toucher votre corps ou à faire des choses sur votre corps, quel que soit l'endroit, que ce soit avec votre bouche, avec votre sexe, avec vos mains, peu importe quoi, bah, c'est non en fait, c'est non. Il faut aller le dire à quelqu'un qui vous écoute. C'est peut-être un parent, mais c'est peut-être un instituteur, un professeur, une amie, peu importe. Il faut dire que c'est pas ok en fait. Personne n'a le droit de nous forcer. Et quand ça nous arrive, bah, on est souvent seul. Hein, ça se passe à la maison ou à l'école. Il y a personne autour. Les personnes qui font subir ça sont malignes. Hein. Elles font pas ça quand en pleine réunion de famille. Donc, on a le droit de crier, de taper, de griffer, de hurler, de donner des coups de pied. On a le droit de faire ça parce que au moins, si on se défend, eh ben l'autre il va avoir des marques et forcément il y aura des questions. Alors c'est risqué ce que je dis. Moi j'ai pas fait ça, j'ai pas donné de coups de pied, j'ai pas griffé, j'ai pas mordu, mais j'aurais peut-être dû, mais peut-être qu'elle m'aurait giflé plus fort. L'adulte peut réagir plus fort ou alors ça peut le faire sortir de sa torpeur, je ne sais pas. Mais en tout cas, le seul moyen qu'on a de se défendre, c'est soit d'attaquer, soit de fuir si on peut. Pour pouvoir comprendre, parce qu'il y a des gens aussi qui ne comprennent pas ce qui se passe. Est-ce que ça se marque dans le corps? Est-ce que toi, ce silence a eu un impact sur ta santé émotionnelle et mentale au fil du temps? Oui, mais c'est pareil, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Toute ma vie, j'ai été en colère. J'ai été révoltée. D'accord. J'ai eu de la chance quelque part parce que j'aurais pu mal finir. Hein. J'aurais pu chercher des drogues pour me calmer. J'aurais pu me faire des choses, voilà. Mais j'ai toujours eu un espèce de volcan à l'intérieur de moi. Et je pensais que c'était mon caractère, tu vois. On dit, bah ouais, elle est comme ça, elle est colérique, elle est ci, elle est là. Mais moi, j'ai toujours été en colère. Et je me suis rendu compte en écrivant mon livre que je pleurais énormément. Et à chaque fois que je relisais ce passage, je pleurais. Et après, je me sentais complètement vidée. Et ma colère, elle s'est amenuisée. Et paradoxalement, quand j'étais petite, j'étais une petite fille très joyeuse. Une fois, la mère de mon conjoint m'a dit, mais quand tu étais petite, tu riais tout le temps. C'est comme si elle m'avait mis une gifle. Et là, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, mais ouais, en fait, je riais alors qu'il se passait ça. On a une force, une puissance de résilience incroyable quand on est petit.
Mais petit à petit, quand même, comme c'était non dit et que personne ne m'avait entendu, j'étais en colère contre les autres, contre moi-même surtout. Et cette colère, je dirais, elle est peut-être pas partie complètement, mais elle a laissé plus de place à la joie qui est revenue dans ma vie à partir du moment où j'ai commencé à écrire cette histoire-là. Tant qu'il y avait le non-dit, la colère était là. Un peu aussi parce que c'est intéressant, parce que la colère, elle vient nous dire on t'a pas respecté, les limites ont été dépassées. C'est ça le message de la colère. Mais moi, je le comprenais pas, alors que c'est mon métier depuis longtemps. Hein. Mais souvent, c'est plus facile de voir pour les autres que pour soi-même. Mais à partir du moment où j'ai eu ce déclic-là, je me suis dit mais ouais, en fait, c'est pas je suis en colère, c'est pas ma personnalité. C'est je ressens de la colère parce que petite, on m'a bâillonnée, en fait. Souvent, si on a un changement d'humeur par rapport à ce qu'on était avant, on peut déjà se poser la question qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une partie de son corps qu'on n'aime peut-être plus, qu'on n'aime pas, ou qu'on se sent mal à l'aise dans ce corps. On peut déjà se dire qu'on a un problème et qu'il serait bien d'aller chercher la réponse. Ça fait partie des silences. Comment penses-tu que cette expérience et ces expériences, puisque malheureusement tu en as vécu 2, ont façonné ta perception de toi-même et des autres? Ça a façonné la personne que j'étais. Je me suis beaucoup posé la question de qu'est-ce que j'avais fait de mal pour avoir ça, en fait. Parce que si une maman te maltraite, tu te dis pourquoi Et moi, ma mère, je la mettais sur un piédestal. Donc forcément, c'était pas elle la fautive, c'était forcément moi. En construction de personnalité à partir de, je sais pas moi, ça a commencé, j'en sais rien quand, depuis toujours en fait, c'est dans ma tête, j'ai toujours vécu ça, donc je me suis construite comme ça en me disant que j'étais certainement pas assez, et ça m'a accompagnée mais quasiment toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai davantage confiance en moi et je fais un métier où j'ai le retour des gens et je sens que je leur apporte, je leur fais du bien, donc ça m'aide. Mais encore parfois, dans les moments de doute, je me dis non, je suis pas assez bien, je suis pas assez aimable, je suis pas assez intéressante. Ça, c'est des choses qui ont toujours été avec moi, de ne pas sentir à la hauteur de ma vie, en fait, des autres. Et puis le fait de me cacher, c'est-à-dire que 18 ans, 20 ans, je mettais des jeans larges, des pulls qui masquaient mes formes, je me mettais pas du tout en avant parce que le rapport à la sexualité, c'était quand même un peu tronqué vu ce qui m'était arrivé. Donc j'essayais de mettre à distance. On a des ados qui s'habillent, qui se masquent. Clairement, je perçois qu'il y a quelque chose. En tout cas, il y a un mal-être qui mérite d'être questionné ou écouté, en tout cas, parce que c'est pas facile pour un ado d'en parler non plus. Mais c'est vrai que quand on a une estime de soi très très basse, on se compare tous, on le fait tous, mais au point où ça peut nous bloquer et au point de se cacher des autres, de préférer rester chez soi et de pas se confronter à l'extérieur. Pour moi, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui a été de l'ordre d'un traumatisme, en fait, qui a bouleversé la personne à l'intérieur d'elle, qui lui fait avoir une mauvaise image d'elle. Quel a été ton élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit que là, il y avait quelque chose qui n'allait pas et il était temps de briser le silence? Alors c'est rigolo parce que le premier souvenir qui me vient à l'esprit, c'est un moment donné où je travaillais, j'étais déjà, je sais pas, peut-être 25 ou 27 ans. Je faisais une formation pour manager les équipes, pour m'améliorer en management. Et on nous avait demandé d'écrire un discours sur nous-mêmes, comme si on allait recevoir un prix et il fallait écrire quelque chose sur soi. Et donc j'avais détourné un petit peu l'exercice et j'avais raconté une histoire. Et les personnes avaient trouvé que ma voix leur faisait du bien. Et en fait, je crois que c'est le premier souvenir vraiment où j'avais entre guillemets, des compliments de personnes que je ne connaissais pas. Donc c'était un regard objectif sur qui j'étais. Et ça m'a fait du bien. Enfin, les regards ou les compliments des amis ou de la famille, on y accorde à tort, souvent assez peu de crédit. Mais là, je me suis dit, tiens, je peux peut-être apporter quelque chose, en fait. Ce qui m'a vraiment aidée, c'est de savoir que je pouvais apporter quelque chose aux autres et donc que j'avais du bon en moi parce que je me posais toujours la question, en fait. Je me questionnais toujours. Donc là, de savoir qu'il y avait quand même du bon en moi qui pouvait apporter du positif aux autres, ça m'a fait du bien. Et puis après, je me suis formée à plein de choses. Clairement, je voulais, en grandissant, j'ai voulu aider ma maman à sortir de ses démons. Je me suis formée à plein de techniques, plein de thérapies et c'est certainement pour ça que je fais ce métier aujourd'hui. Alors, il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais revenir. D'abord, le fameux du bon en toi. Donc ça aussi, on peut se dire que si on sent qu'il n'y a pas de bon en soi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à aller creuser et qu'il serait temps d'aller écouter un silence qui nous dit qu'on n'est pas bon. Et tu dis que tu as voulu faire
des thérapies pour accompagner ta maman à quitter ses démons. Est-ce que c'était Mm. elle que tu voulais réellement accompagner ou au final, quelque part, c'était plutôt toi qui devais quitter tous ces silences et qui te donnaient l'impression d'avoir des démons? Mais effectivement, oui, je voulais vraiment sauver ma mère. Ça m'a accompagnée toute ma vie. Alors aujourd'hui, moins parce que j'ai essayé plein de choses et ça n'a pas fonctionné malheureusement. Mais oui, toute ma vie, ça m'a guidée en Mais fait est-ce que de vouloir la justement, sauver. avoir envie de sauver ta maman, c'était pas te sauver toi? Peut-être, oui, oui. Moi, ou si je l'ai pas sauvée elle, j'en ai aidé d'autres, donc ça m'a nourrie en fait. Mmh. Peut-être. Quels sont aujourd'hui tes espoirs ou tes craintes concernant le fait de partager ton histoire et de briser le silence? Alors évidemment, tu l'as déjà brisé, mais est-ce que tu as eu des craintes? Est-ce que tu as eu des doutes, des Ah oui. peurs? Oui, oui, j'ai eu beaucoup de peur quand je suis allée chercher mon livre. En fait, la vie a fait que donc j'habite en Alsace et j'allais chercher mon livre dans le sud de la France. Donc j'ai pris l'avion et j'arrivais pas à sortir de l'avion. Et là, en descendant de l'avion, je me suis dit mais tout le monde va lire. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? J'avais peur qu'on me critique, qu'on m'en veuille. Et ça aussi, c'était intéressant à observer comme attitude. J'avais peur des critiques, du jugement des autres, en fait, d'être mal accueillie, d'être rejetée pour ça. Quand on n'a pas écrit, quand on n'a pas verbalisé son histoire, il y a bien ce sentiment d'avoir peur d'être rejeté. D'ailleurs, on sait des choses qu'on entend, on a bien cherché ou provoqué, etc. Et quand on entend ce genre de phrases, bah, on se questionne. Et j'ai même été jusqu'à me dire, est-ce que j'ai pas inventé cette histoire? Est-ce que voilà, je me suis posé plein de questions et j'avais tellement peur du rejet en fait, de la critique. Et c'est tout le contraire qui se passe. Et depuis que j'ai ce livre-là, quand je vois les personnes qui l'ont lu, ils me disent merci d'avoir verbalisé, d'avoir dit. C'est étonnant hein, parce que généralement on préfère ne rien dire, on préfère se taire. Combien de personnes j'ai accompagnées qui ont vécu des incestes et où l'entourage savait et leur disait Mmh. non mais faut rien dire. C'est une mère qui va dire à sa fille de se taire, c'est un père qui va dire à son fils de ne rien dire. Et les gens se rendent compte que finalement il y a beaucoup de membres proches qui sont au courant, mais c'est l'omerta, on préfère se taire par peur du scandale, par peur de briser un schéma familial, par peur de détruire quelque chose. Et donc c'est comme si dans notre société encore aujourd'hui, il y avait cette notion de sacrifice. Ben, on va sacrifier tel petit garçon, telle petite fille, ou telle femme, ou tel homme pour le bien-être du reste de la famille. J'ai entendu des trucs terribles où il valait mieux que ce soit elle, comme ça, tant que c'était elle, bah c'était pas les autres. Donc on la sacrifiait pour que les autres enfants de la fratrie ne soient pas impactés. C'est terrible quand même. Donc je crois qu'il y a comme une dualité où il y a la partie de nous qui préfère se taire parce que c'est presque entre guillemets plus facile. Ça évite le scandale, ça évite d'être mis en doute, ça évite moi, je me suis pris des gifles, hein, voilà. Et puis il y a l'autre partie qui est soulagée parce que ça y est, c'est dit et c'est plus en train de me ronger de l'intérieur. Et en le disant, je m'en suis libérée et puis je l'ai partagé. Et c'est comme un chagrin quand on le partage, bah, il perd de sa force en fait. Une fois que tu t'es libérée, est-ce que Mm. tu as retrouvé un vrai silence? Est-ce que tu es capable d'aller te balader dans la forêt, par exemple, et d'être en harmonie avec le silence, ou il y a toujours du bruit à côté? Non, c'est ça qui est magique, c'est qu'une fois qu'on se libère du silence forcé qui masque une histoire difficile, après on peut retrouver un plaisir à être dans le silence parce que c'est un choix. Parce que c'est plus quelque chose qui nous est imposé. Et c'est vrai que moi, je suis dans une région où il y a beaucoup de forêts, j'adore les randonnées et j'adore rien moins que le silence dans la nature. C'est un bonheur. Le bonheur est possible et le silence, celui qui fait du bien, peut être Oui. retrouvé. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux personnes qui nous écoutent et qui auraient envie, peut-être enfin, de passer le cap, de quitter ce silence? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur partager? J'espère déjà qu'en écoutant des témoignages comme le mien, ça va leur faire un déclic et qu'ils vont se dire, ok, donc moi aussi j'ai le droit. Moi aussi j'ai le droit de le dire. Et peut-être que la première étape, ça peut être bah, soit de l'écrire pour soi ou pour d'autres, mais déjà l'écrire pour soi, c'est le sortir de l'intérieur. Hein. Exprimer, ça veut dire mettre à l'extérieur de soi. C'est quelque chose que je conseille souvent, d'écrire, de brûler ou de garder, puis d'en faire pourquoi pas un livre ou
peut-être de s'enregistrer aussi. C'est intéressant de s'entendre dire ce qui nous est arrivé. Là encore, ça permet de le mettre à l'extérieur de soi. Tout ce qui va permettre de comprendre que ce qui nous est arrivé, ça ne nous définit pas. C'est pas une partie de nous. C'est quelque chose qui nous est arrivé, mais c'est extérieur à nous. Et donc, c'est comme un parasite qu'on garde à l'intérieur. Il faut pas avoir peur de le dire, parce que souvent, on le dit pas, on a peur de faire du mal à celui au bourreau, en fait. Surtout quand il est dans la famille proche ou dans les amis. Il faut pas avoir peur de faire du mal à celui qui nous a fait du mal. On récolte ce qu'on sème, en fait. Faut pas se faire du mal à soi pour éviter de faire du mal à celui qui nous en a fait. Voilà, c'est ça que j'aurais à dire, en fait. Merci de ce partage. J'espère qu'aujourd'hui, Merci. vous aurez compris que le silence, il y a celui qui nous nourrit, mais il y a celui qui nous dit que notre corps n'est pas le nôtre, qui nous dit qu'on doit être dans le sacrifice, qui nous dit de nous taire alors qu'on a envie de hurler. Ce silence n'est pas le bon silence. Osez l'exprimer, osez dire ce qu'il y a au fond de votre cœur. Je te remercie beaucoup, Séverine, de nous avoir partagé cette intimité parce que ce n'est pas évident de parler de ce sujet. Donc, merci 1000 fois. Merci à toi. Je te souhaite en tout cas plein de belles choses et n'hésitez pas à aller découvrir sa conférence et son livre. Je vous souhaite à vous une très très belle journée et à bientôt. Merci. Au revoir à tous.